Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et au sommaire, aujourd'hui, nous irons d'abord aux États-Unis où une fusillade a donné l'occasion à l'AFP de s'illustrer avec un superbe bobard. Nous resterons ensuite outre-Atlantique afin d'analyser la mansuétude médiatique envers Joe Biden qui semble parfois à deux doigts de la sénilité. Comme chaque semaine, nous reviendrons sur l'actualité médiatique hebdomadaire dans notre revue de presse et nous conclurons cette émission en revenant sur le Covid-19. Immédiat numéro 341, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle du suspect d'une fusillade dans une petite ville du Colorado aux États-Unis. Une image qui a beaucoup fait parler puisque cet homme a d'abord été présenté comme blanc par de nombreux journalistes et commentateurs américains. Et en France, l'agence France Presse, l'AFP, a elle aussi publié une dépêche dans laquelle elle évoque un homme blanc, Jean-Yves. Oui, alors c'est assez étrange de la part de l'AFP qui précise rarement l'origine des criminels. Ça peut arriver, par exemple, pour Mera, au départ, ils avaient expliqué que le suspect était blond aux yeux bleus. Pour un égorgement à la gare du Nord, ils avaient aussi expliqué que c'était un homme de type européen, c'était un Afghan. Donc ça arrive, enfin en général, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Et toujours dans un sens. Et toujours dans un sens. Là, ils disent c'est un homme blanc. Voilà. Le seul problème, c'est que c'est plutôt un Moyen-Oriental, un Syrien en fait. Ouais. Ahmad al-Issa. Ahmad al-Issa, sans doute proche de Daesh et qui militait beaucoup contre Trump. Donc ça ne correspond pas exactement à l'idée qu'on voulait suggérer. Quand on dit un homme blanc dans une tuerie de masse aux États-Unis, on sous-entend implicitement un suprémaciste blanc. Manque de chance, ça n'est pas le cas. Alors évidemment, le problème d'un bobard de l'AFP, c'est qu'un bobard de l'AFP, ça vaut 1000 bobards. Parce que c'est repris ensuite par tous les autres, jusqu'à ce que le démenti arrive. Mais quand le démenti arrive, le mal est déjà fait, on connaît l'histoire. Ce qui est amusant, c'est amusant ou pas d'ailleurs, c'est que, puisqu'on parle de l'AFP, il y a le responsable, un journaliste de l'AFP Fact Check en Asie, Uzair Hassan Rizvi, qui sur Twitter a lui aussi déclaré que le suspect de la fusillade, s'il n'avait pas été tué par la police et qu'il n'était pas musulman, bon, manque de bol, c'était un musulman, mais on voit que l'AFP a fait fort, même à l'international, ils ont des représentants dignes. Ils sont bons. Hein. Ils ont des représentants dignes de la maison mère française. Ils sont bons. Et effectivement, il y a eu donc ça a été repris dans les médias qui ont propagé cette fausse nouvelle. Et ensuite, il y a eu un espèce de silence. Par exemple, Paris Match, qui parle d'un suspect de 21 ans. Voilà. Donc là, on ne dit plus... on pourrait donner le nom, puisqu'on connaît le nom. Là, ça, c'est plus précis. On sait qu'il vient de Syrie. On a des choses précises, mais là, on ne les donne plus. Ou alors, on parle d'un individu. Ouais. Voilà, comme ça, une fois la désinformation passée, on passe à autre chose. On a aussi beaucoup glosé sur l'arme d'assaut, le fusil d'assaut. On déplace le sujet depuis le suspect vers l'arme. Très juste, aux États-Unis, c'est vrai que les commentateurs, c'était surtout aux États-Unis évidemment, puisque c'est là qu'a eu lieu le drame. Dans un premier temps, ils ont fustigé le fait que c'était un blanc, sous-entendu c'était un suprémaciste, il faut lutter contre les blancs tout simplement.
Et une fois qu'on a appris que c'était un musulman, eh bien, du coup, on s'est dit, non, le problème, c'est plus le suspect, c'est le fait d'avoir des armes en liberté, enfin, en libre accès. Oui. Donc c'est assez incroyable. Alors, il y a une image aussi qu'on avait envie de montrer, c'était celle des 10 victimes tuées par Ahmad Alissa. Et Jean-Yves... on imagine l'inverse. On imagine l'inverse. Un Européen qui fait 10 victimes musulmanes, ouais. Scandale, ou 10 victimes noires, scandale raciste mondial. Ouais. Là... Ouais, toutes les victimes sont blanches. Un musulman proche de Daesh qui tue 10 victimes blanches... Allez, on passe à autre chose. Ouais, c'est ce qu'ont fait les médias. C'est ce qu'ont fait les médias. Et nous, on ne passe pas à autre chose. Mais nous, on ne passe pas à autre chose, puisqu'on va aller plus loin, puisque une information qui nous a un petit peu étonnés, parce que c'est vrai que dans notre inconscient, quand on pense à tuerie de masse aux États-Unis, on pense à hommes blancs radicalisés. Eh bien, il y a un site qui s'appelle Mass Shooting Info, qui répertorie tous les suspects connus des fusillades de masse, donc qui ont fait 4 victimes ou plus, 4 blessés ou 4 morts ou plus. Et en 2019, donc sur les chiffres les plus solides, eh bien, on a donc fait défiler un petit peu la galerie de portraits et on a donc mené notre petite enquête. Et Jean-Yves, eh bien, les résultats sont un petit peu étonnants. Voilà, alors on a tous dans la tête, nous-mêmes, on a dans la tête la désinformation dominante. Ouais. C'est dire à quel point il faut s'en garder, il faut travailler les choses. Donc effectivement... En 2019, 178 auteurs connus d'attaques de masse, donc plus de 4 victimes, comme vous l'avez dit. Parmi eux, 45 blancs, ça fait 25%. 45 blancs européens, 25%. Je prends les terminologies américaines. 133 extra-européens, hispaniques, asiatiques ou afro-américains. Et parmi eux, 113 noirs. Voilà, c'est ça la balance. Alors c'est assez simple. Les blancs représentent 60% de la population, mais 25% des auteurs de fusillades de masse. Et les extra-européens représentent 40% de la population américaine et 75% des fusillades de masse. Le chiffre serait encore plus fort, puisque les Afro-Américains représentent 13% de la population américaine et 63% des fusillades de masse. C'est énorme. Ça ne veut évidemment pas dire que tous les Noirs sont coupables, bien sûr, entendu. Évidemment non, mais la surproportion est absolument flagrante, ce qui explique d'ailleurs après qu'ils aient davantage maille à partir avec la police. Voilà. White Lives Matter. C'est sur ce mot et sur cette découverte que finalement la propagande médiatique est si forte qu'on est obligé d'aller chercher à la source la contradiction, parce que sinon on n'y arrive pas, quoi. Et nous-mêmes, dont le métier ou une partie de l'activité est la réinformation, on est nous-mêmes victimes de la propagande médiatique. Donc d'où l'importance de partager au maximum cette réinformation. Partager, parce que précisément quand on dit cela, les moteurs de recherche ont tendance à ralentir la propagation de ce vaccin, au fond, de ce vaccin contre la désinformation. Mais ça, c'est un vaccin qui n'est pas recommandé par les autorités officielles. Passons au premier sujet, Joe Biden, sénilité et double discours. Joe Biden est donc le nouveau président des États-Unis et on va donc revenir ensemble sur quelques points de ces premiers mois de présidence, avec notamment cette actualité, Donald Trump qui était régulièrement traité comme un malade mental du temps de sa présidence, et malade mental littéralement. On a par exemple Slate qui déclare Donald Trump fou ou pas fou, en parlant de comportements erratiques, imprévisibles, agressifs, et en spécifiant que bon nombre de journalistes et professionnels de santé s'interrogent sur la santé mentale du président américain. Capital, qui titrait Donald Trump est-il devenu fou, avec 2 arguments. C'est un sociopathe qui ne peut gouverner selon les psychiatres. Et enfin, Donald Trump serait impulsif et il mettrait les relations internationales en danger. Jean-Yves, c'est un sacré pédigré. Sacré pédigré. Bon, il n'a pas fait de guerre.
C'est sans doute ça que les journalistes appellent mettre les relations internationales en danger. Pour un sociopathe, c'est étrange, effectivement. Bon, mais effectivement, alors on utilise, c'est la psychiatrisation de l'adversaire en disant les psychiatres. Alors évidemment, on peut toujours trouver un psychiatre qui va vous dire que vous êtes fou, ça c'est sûr. Donc c'est la psychiatrisation de l'adversaire qui est une des marques du totalitarisme. Ouais. Hein, voilà. Donc alors pour Trump, ça marchait à fond. Et on a également d'autres éléments qui nous montrent cela. On a par exemple dans Ouest France, l'Amérique alliée ou adversaire. On a donc l'éditorialiste qui parle d'une instabilité préoccupante de Donald Trump. En matière de relations internationales, c'est du jamais vu depuis les années sombres de la première moitié du siècle passé, en parlant d'un comportement peu équilibré. Voilà, bon, les années sombres, et un petit point Godwin au passage, voilà. Ça, c'était le traitement de Trump. Ouais, c'était le traitement de Trump, sauf que, Jean-Yves, eh bien, Joe Biden, il ne semble pas aussi équilibré qu'attendu, puisque quand on regarde cette déclaration récente, qu'on voit par exemple ici, qui fait la une du quotidien Présent, Joe Biden a traité Vladimir Poutine de tueur et a ajouté qu'il allait en payer le prix. Alors ça, c'est tout à fait extravagant. En matière de relations internationales, on ne traite pas un autre chef d'État de cette manière, surtout quand même s'agissant d'une grande puissance et d'une grande puissance nucléaire. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est un tueur et qu'il va en payer le prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dépêcher des gens pour l'assassiner? Ça veut dire quoi? C'est extrêmement préoccupant parce que, où il le pense, et ça peut déboucher sur une guerre mondiale, où il est complètement à la ramasse, et c'est pas rassurant non plus, quoi. Oui, c'est soit de la sénilité, soit d'une espèce de pulsion guerrière. Et là, les médias... Alors que Donald Trump, on nous disait, pour la moindre déclaration un peu de travers, on disait qu'il mettait en danger la paix mondiale, là... Tout le monde se tait. Biden, c'est gentil Biden. Ouais, non, mais... gentil Biden. Alors, il y a aussi la question de la santé tout court, après la santé mentale et les relations internationales. Quand il s'agissait de Donald Trump, eh bien, les médias américains attaquaient, bien entendu, sa santé. Par exemple, après qu'il ait pris son temps pour descendre avec précaution une rampe, eh bien, le New York Times titrait « Trump descend avec précaution une rampe après ». Un discours, on parlait même du fait qu'il avait du mal à porter un verre à sa bouche, et ces accusations contre la santé de Donald Trump, qui, il faut quand même le reconnaître, n'est pas non plus le dernier à attaquer la santé de ses adversaires, eh bien ces accusations avaient été massivement reprises par des dizaines, voire des centaines de journalistes et de commentateurs sur Twitter, évidemment. L'ensemble des médias avaient attaqué plus ou moins subtilement Trump sur cette question de la santé. On avait le Washington Post, CNN... qui déclarait « Pourquoi le sujet de la rampe est-il d'importance ?» L'analyse d'un journaliste de CNN, donc c'est quand même extraordinaire. Alors, on quitte les États-Unis pour aller au Royaume-Uni. La BBC qui avait trouvé un titre assez exceptionnel. Donald Trump est effrayé par les escaliers, mais qu'est-ce que la climacophobie? Donc, il y avait un traitement massif médiatique contre Trump. Pour un incident, qui a existé. Et à l'époque, Joe Biden se moquait de lui, en déclarant « Regardez la manière dont il emprunte les escaliers et regardez ensuite la mienne. Regardez comme je monte rapidement les rampes et comme il trébuche en les descendant. » Alors montrez-nous comment Biden monte les escaliers. Effectivement, on l'a vu récemment, il a trébuché à 3 reprises en voulant monter dans son avion. Alors comment ça a été traité? Le traitement médiatique a été beaucoup plus sobre, Jean-Yves, puisque, que ce soit CNN qui faisait un article spécial sur Trump qui descend un peu lentement de sa rampe, ou New York Times ou Washington Post, on a un peu le même traitement. Les médias américains reprennent ensuite la communication officielle de la Maison-Blanche en disant Biden est en super forme, fine, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas d'article à charge, là, il n'y a pas de souci. Et il n'a pas l'air si en forme que ça. 2 poids, 2 mesures. Ouais. Et donc, Biden qui est protégé par les médias, on le voit. Et ça se voit aussi sur un autre sujet, l'immigration. Trump était diabolisé par les médias américains et français. On voit par exemple Libération, immigration, Trump met la peur aux frontières. Slate, l'Amérique de Trump ferme ses portes à toute forme d'immigration. Ou encore l'Express qui parle de décret sur l'immigration controversée.
pareil, il y a eu une polémique autour d'un tweet de Donald Trump, aujourd'hui supprimé évidemment puisque son compte a été fermé, dans lequel il déclarait « S'il vous plaît, retournez chez vous, retournez dans votre pays aux migrants qui venaient ». C'était quelque chose qui avait été, un tweet qui avait été largement critiqué par Obama, par exemple, à l'époque. Sauf que, Jean-Yves, eh bien, Joe Biden aussi demande aux migrants de rentrer chez eux. Oui, parce que Joe Biden, il est victime de la politique qu'il a annoncée d'ouverture des frontières et de régularisation. Quand on annonce une régularisation, eh bien, les gens appliquent. Et comme ils ont appliqué de manière trop nombreuse, en trop grand nombre, eh bien, il est obligé de refermer. C'est-à-dire que la politique prétendument généreuse débouche sur finalement quelque chose de catastrophique. Ouais, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est que on a Nancy Pelosi, qui à l'époque était évidemment une critique féroce de Donald Trump, qui parle aujourd'hui qu'il y a une crise migratoire à laquelle est confronté Joe Biden, qui parle d'une situation sous contrôle, et qui déclare que Biden est en train d'approcher cette crise d'une manière plus humaine que celle employée par Donald Trump. Voilà, alors ça, ce sont les éléments de langage des démocrates américains, repris très fidèlement par France Info, le service public à la française, qui nous explique, alors c'est quand même pas totalement inintéressant, que Biden paie le prix de sa politique plus humaine. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent ce que vous avez rappelé, à savoir que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que les déclarations d'ouverture de Biden amènent évidemment à un moment ou à un autre à se refermer parce que ça n'est plus supportable. Ouais. Et c'est amusant de voir l'élément de langage de Nancy Pelosi repris par le service public français. C'est une belle... Ça donne une assez bonne idée de l'état de la France, malheureusement, et du journalisme français. Oui, surtout. Oui. Et du journalisme français, oui. Il y a également la question des enfants enfermés dans des cages. À l'époque de Trump, évidemment, la presse française était indignée, comme par exemple le HuffPost, qui parle de photos qui indignent, ou alors l'Obs, qui parle de quelque chose de glaçant. Le Monde qui titre « Les années Donald Trump en un symbole, 545 enfants de migrants toujours séparés de leurs parents », avec Joe Biden qui à l'époque parlait d'une tâche, d'un outrage, d'un désastre moral. Sauf que Jean-Yves, tout est un petit peu plus compliqué que cela. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours les cages ou les préfabriqués, enfin les endroits où on retient les enfants qui sont passés avec leurs parents, généralement illégalement la frontière. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a pas 545 apparemment, mais il y en a 5200. Et donc il y a eu, évidemment, c'est la conséquence, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on annonce qu'on va régulariser, on annonce qu'on va laisser passer, et face au flux, on est obligé quand même de marquer des limites. Voilà. Exactement, et on rappelle que ces fameuses cages, eh bien, elles ont été installées par un certain Barack Obama. Oui, mais Barack, c'est un gentil. Hein. Ah oui, donc tout va bien. Non, Joker. Ok. Eh bien, sur cette... Barack, gentil. Barack Obama, gentil. Trump, méchant. Biden, gentil. Oui, effectivement. Donc, on a vu que Joe Biden était quand même largement protégé par les médias américains et même français, ce qui ne nous étonne pas plus que cela. Et on va passer à la revue de presse. Et pour entamer cette revue de presse, direction la Bretagne et la ville de Rennes, où une fusillade a eu lieu, Jean-Yves, une fusillade qui a coûté la vie à un jeune Tchétchène et qui a blessé un autre Tchétchène un peu plus âgé, avec un article de 20 minutes sur la question, qui se conclut de cette manière en annonçant une marche, une manière de montrer que ce quartier empreint de diversité restera uni et continuera de vivre en harmonie. Ça, c'est formidable. On est dans la novlangue absolue. On est dans la démarche orwellienne absolue. On parle d'unité, alors qu'il y a évidemment un conflit de bandes, un conflit ethnique. Alors, deux choses. D'abord, on ne nous parle pas de l'assassin ou du meurtrier, en tout cas. Présumé pour le moment. Présumé meurtrier. Il est africain. Ça, on ne nous le dit pas. Brésinfo le dit. Brésinfo le dit, mais Brésinfo, c'est vraiment un très très grand média de réinformation. S'agissant des Tchétchènes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà bien connus de nos services, si je puis dire, puisque sur les deux, celui qui a survécu
c'était le meurtrier en 2012 d'un jeune collégien breton, Kylian. Meurtre pour lequel il n'a obtenu que 5 ans de prison. Alors c'était pas un meurtre, c'était des coups ayant entraîné à la mort. C'est un meurtre. Bon. C'est un meurtre. Bon, c'est pas un assassinat, d'accord, c'est un meurtre. Bon. 5 ans, bon, il s'en est bien tiré, mais une fois sorti, il a pris cette attaque. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, ça avait valu un bobard d'argent, d'argent, au Monde, qui avait camouflé l'origine tchétchène de ce meurtrier en l'appelant Vladimir à la place de Souleymane. Suivez mon regard, Vladimir, voilà. Et donc, ça avait valu au Monde un bobard. Souleymane, là, il s'est retrouvé, après 5 ans de prison, dont il a dû faire peut-être sans doute moins, il s'est retrouvé à nouveau dans la rue, dans une bande, voilà. Ouais, donc, et on rappelle d'ailleurs que les Bobards d'Or auront lieu cette année, le 14 juin, à Paris. Lundi 14 juin à Paris, théâtre du Gymnase, et les candidatures se pressent. Oui, là, on a chaque jour, rien que dans cette émission, il y en a déjà plusieurs. Oui. On va se diriger vers la Belgique, Jean-Yves, avec ce titre de la RTBF, Bruxelles, la communauté musulmane toujours traumatisée, 5 ans après les attentats. Donc déjà, sur le titre... Bon. Alors ça, c'est quand même fabuleux, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à... C'est des attentats islamistes, c'est des attentats faits par des musulmans, et c'est quand même eux qui sont victimisés, les pauvres chatounnets. Bon. Et on le voit d'ailleurs, puisque le journaliste, je crois que c'est la journaliste Barbara Boulet, qui a donc qui a été interrogé des musulmans de Bruxelles, qui déclarent qu'ils se sentent traumatisés, stigmatisés, et en déclarant notamment: on vous regarde de haut en bas comme si vous étiez une terroriste, dans la rue, dans le bus, parfois même on change de place. La communauté s'est sentie stigmatisée. Il y a eu des attaques au couteau sur des femmes qui allaient chercher leurs enfants à l'école. Et un imam qui déclare qu'il y a eu une vague d'islamophobie. Et il dit notamment: des gens ont essayé de mettre l'islam en accusation. Oui, alors déjà, l'attaque au couteau, en fait, c'est un Africain. Donc, a priori, c'est pas... je ne pense pas que ce soit spécialement islamophobe. Un Africain qui s'appelle Ali Ahmed. Ali Ahmed, donc un Africain musulman, vraisemblablement, si on prend le prénom. Donc, c'est pas islamophobe, c'est pas bien, mais c'est pas islamophobe. Difficile de dire cela. Et puis, la stigmatisation, il faudrait aussi parler de tous les jeunes Européens ou de toutes les jeunes Européennes qui ne peuvent pas sortir le soir, qui ne peuvent pas aller dans certains quartiers sans risquer de se faire agresser. Voilà, là, on pourrait peut-être parler de ça. Ça pourrait faire des reportages intéressants dans des médias d'information et non pas de désinformation. En tout cas, la journaliste, sur cette attaque au couteau, qui reprend le propos de cet homme, cette accusation comme quoi il y aurait une attaque au couteau islamophobe, sans mettre en perspective avec le fait que c'était pas du tout une attaque islamophobe. Un Africain avec un musulman. Ouais. C'est quand même un défaut de travail journalistique au minimum, et peut-être même une volonté de désinformation au maximum. Autre actualité médiatique cette semaine, évidemment, c'est la condamnation de CNews à 200 000 € d'amende. C'est un montant énorme. Après les propos d'Éric Zemmour contre les migrants, et dans l'article du Monde dédié à cette actualité, eh bien, on apprend que l'instance du CSA donc, a expliqué qu'il était naturel que les débats qui traversent la société trouvent toute leur place dans les médias audiovisuels, y compris sous une forme polémique. Néanmoins, la loi fixe des limites à l'exercice de cette liberté, a précisé le CSA, qui a poursuivi: aucune réaction suffisamment marquée n'a été apportée à ces déclarations par les personnes en plateau, et en notant que le caractère violent et répété du vocabulaire employé par Éric Zemmour a stigmatisé les mineurs étrangers isolés en insistant sur les dangers qu'ils représenteraient. Alors, on va répondre un peu à tout ça. D'abord, c'est inexact qu'il n'y ait pas eu une maîtrise de l'antenne, puisque Christine Kelly est intervenue à plusieurs reprises, puisque Zemmour avait dit tous les mineurs étrangers isolés sont violeurs, voleurs. Bon, Christine Kelly
est revenu à l'antenne, a maîtrisé l'antenne, et Zemmour a dit non, effectivement, pas tous, certains. Voilà. Bon, ça, donc c'est fait. Et j'invite nos téléspectateurs à revenir vers le immédiat numéro 317, Éric Zemmour face à la haine politico-médiatique, qui revient sur cette séquence, et vous avez toutes les explications sur pourquoi ce n'est pas du tout aussi grave que ce qu'en dit le 16. Deuxièmement, le fait qu'il y a un problème avec les mineurs isolés étrangers, qui sont ni mineurs ni isolés d'ailleurs très souvent, mais passons, c'est un vrai sujet, puisqu'il y a beaucoup d'administrations qui se penchent sur le sujet, et qu'il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale, remis par un député La République En Marche et un député Les Républicains, qui fait une étude, quand même assez inquiétante. Et en fait, il y a deux sortes de mineurs isolés étrangers. Il y a pour beaucoup des Africains qui viennent pour détourner le droit d'asile, parce qu'ils viennent de pays pour lesquels le droit d'asile est difficilement accordé. Ils viennent de pays où les identités sont faciles à falsifier. Je pense à la Guinée, par exemple. Et qui viennent, en fait, c'est du détournement du droit d'asile. C'est une première catégorie. Et puis, il y a une catégorie qui pose vraiment des problèmes encore plus graves, si c'est possible. C'est un certain nombre de mineurs algériens ou marocains, maghrébins, qui sont amenés par des mafias pour des opérations de prédation. C'est-à-dire qu'on leur fait passer la frontière pour faire de la prédation dans les villes. Et c'est quand même tout à fait important. Je vais citer quelques chiffres. Extrait du rapport parlementaire. Sur la dernière année connue, sur une petite partie du périmètre, ce qu'on appelle le périmètre police, hors préfecture de police et hors gendarmerie, il y a 1500 cas de mineurs déférés, de mineurs isolés étrangers pour des faits graves. Et ça n'est pas du tout sur l'ensemble du territoire, puisque ça n'apprend pas ni la préfecture de police, donc tout Paris et l'Île-de-France, une partie de l'Île-de-France, ni les zones de gendarmerie. Le phénomène, on le trouve aussi dans beaucoup d'autres endroits. Et à Paris, 75% des mineurs, donc là je suis dans un autre secteur, 75% des mineurs traduits en justice pour atteinte aux personnes sont des mineurs étrangers. C'est-à-dire ça représente les trois quarts des agressions, des violences contre les personnes. Commises par des mineurs. C'est considérable. Commises par des mineurs. Commises par des mineurs, absolument. Et le procureur de Paris dit, mais attention, pas d'amalgame. C'est un pince sans rire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette condamnation d'Éric Zemmour, elle a fait parler. Et notamment Alain Duhamel qui s'est exprimé au micro de RTL. On dit, Alain Duhamel, que vous croyez de plus en plus à l'hypothèse d'une candidature Éric Zemmour à la prochaine présidentielle. Non, je ne crois pas de plus en plus, mais je crois que c'est ce qu'un certain nombre de gens souhaitent. Et puis, ça fait plaisir ou pas, mais il y a un phénomène Zemmour, il existe. Parce que je ne connais pas un journaliste qui ait suscité autour de lui un courant de ce genre. Donc, c'est un phénomène particulier qui veut dire quelque chose, bien sûr. C'est un phénomène qui vous inquiète ? Écoutez, quand je vois un journaliste être auprès d'une partie des Français populaire à ce point, parce qu'il n'est pas simplement populaire parce qu'il le trouve sympathique, c'est non seulement de l'adhésion, mais c'est même de la ferveur, et que c'est sur des thèmes et des thèses que je ne partage pas, évidemment ça m'inquiète. Éric Zemmour sur CNews, encore une chaîne d'info ou une chaîne d'opinion ? C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est une chaîne d'information, il donne des informations, et il y a d'ailleurs des gens qui font ça très correctement. Et puis c'est une chaîne, oui, d'opinion, c'est une chaîne qui a une idéologie marquée. Ce qui n'est pas le cas des autres chaînes d'information qui font autre chose. Oui, alors c'est intéressant l'aveu de Duhamel finalement, parce qu'il dit que c'est le seul journaliste qui a une vraie existence finalement, et même politique. En tant que personnalité. Duhamel, hein. Peut-être. Duhamel, c'est une icône centriste. Voilà. Zemmour, c'est une icône réaliste. C'est pas tout à fait pareil. Ce qui est intéressant, c'est qu'il distingue CNews, qui serait une chaîne d'information et d'opinion, et les autres chaînes qui ne seraient que des chaînes d'information
sans idéologie. Or, c'est évidemment une blague. Toutes les chaînes qu'il appelle d'information diffusent matin, midi et soir, et même la nuit, l'idéologie politiquement correcte. Bien sûr. Et il y a sur CNews de l'idéologie politiquement correcte. Aussi, oui. Et puis un petit peu d'opinion qui permettent de secouer le cocotier. Voilà. Et qui font de l'audience aussi. Et qui font de l'audience. Bah oui, forcément, il y a peu d'occasions d'entendre autre chose que l'eau tiède de M. Duhamel. Et pour conclure cette revue de presse, Jean-Yves, eh bien, une nouvelle judiciaire, puisque Fiorina, la gilet jaune qui avait été éborgnée par un tir policier, eh bien, on apprend que le procès pourrait avoir lieu. Alors, il y a une mise en examen, c'est pas encore un procès, oui. Mais c'est une mise en examen du policier qui a été identifié. Il semble que les faits soient tout à fait conformes à ce qui avait été dit par Fiorina Ligné, c'est-à-dire un tir venu de loin sur des manifestants pacifiques, alors qu'à côté, il y avait des manifestants violents. C'est pas sur eux qu'étaient dirigés les tirs, ce qui est tout à fait étonnant. Ce qui est étonnant aussi, c'est la manière dont le Monde en parle, parce que on illustre là, qu'est-ce qui se passe? On illustre la mise en examen d'un policier pour un tir, en l'occurrence de LBD, non pas de grenade, qui a éborgné une jeune fille. Donc la logique serait quand même de donner une photo de la jeune fille éborgnée, voire peut-être une photo de la scène où elle gît dans le sang de son visage. C'est pas ce que choisit Le Monde. Le Monde choisit une photo où on voit des manifestants assez agressifs, au contact direct avec la police, ce qui est doublement faux. Car le tir visait des manifestants pacifiques et qui n'étaient pas en contact direct avec la police, puisqu'il y avait de l'ordre de 40 mètres de distance entre le tireur et la personne blessée. Voilà. Donc le Monde ne relâche jamais la désinformation. Et Le Monde qui en plus présente ça au pied de l'Arc de Triomphe, quoi. Et au pied de l'Arc de Triomphe, alors c'est pas loin de l'Arc de Triomphe, mais on ne met pas exactement sous le même angle. Très bien, on va passer au deuxième sujet, on va revenir sur le Covid-19. Et pour entamer ce sujet sur le Covid-19, eh bien, on va s'intéresser à un bobard d'un fact-checker sur la mortalité du virus. Thomas Huchon, fact-checker pour LCI, qui s'intéresse à une vidéo qui parle de la mortalité du Covid. On l'écoute. Ce qu'on a constaté depuis le début de la pandémie de Covid-19, c'est qu'il y a une autre épidémie. Une épidémie qui se passe majoritairement sur Internet, mais qui a aussi des conséquences dans la vie réelle. D'ailleurs, l'OMS a trouvé un mot pour cette nouvelle épidémie, ça s'appelle l'infodémie. Une vidéo dont on prétend effectivement qu'il y aurait beaucoup moins de morts que ce qui a été indiqué par les autorités. Regardez cet extrait. Alors, je voudrais simplement soustraire le pourcentage des personnes qui ont survécu aux 100% des personnes contaminées en France. Le résultat, c'est que 0,035% des personnes contaminées en meurent, et principalement des personnes âgées ou atteintes de pathologies lourdes et multiples. Eh bien, en fait, elle fait une erreur. Elle fait une erreur, comme l'AFP l'a démontré en fact-checkant cette information. Eh bien, en fait, ils vont comparer le nombre de morts à la population totale de notre pays et pas au nombre de personnes qui ont été contaminées par le virus. Ce qui fait quand même une énorme différence. Regardez, le faux chiffre de mortalité annoncé par cette vidéo, c'est 0,035% de personnes qui mourraient de la maladie. Le vrai chiffre de la mortalité du Covid, c'est 2,33%. 2,33%, ça paraît pas énorme, mais c'est quand même 60 fois plus que ce que prétend cette vidéo. Donc on n'est pas du tout dans une vidéo qui a été vérifiée, fact-checkée, et pourtant elle trouve une énorme audience. Alors on a là un numéro assez classique où quelqu'un d'assez pontifiant nous explique, lui il donne la vérité, il rétablit la vérité alors que des gens sont désinformés par Internet. Enfin c'est tout à fait classique. En fait on n'est pas dans c'est plutôt pas un fact-checker, c'est plutôt un fake-maker. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, fake-maker, fabricateur de fausses nouvelles. Fabricateur de fausses nouvelles. Pourquoi? D'abord parce qu'il nous parle de mortalité. La mortalité, c'est la mortalité d'une maladie par rapport à l'ensemble de la population. C'est pas le cas, en l'occurrence, là, il veut dire la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts touchés par
une maladie, et non pas rapporté à l'ensemble de la population française. Donc c'est la première erreur. Quand on veut corriger, on utilise les bons termes. Il a une erreur de vocabulaire. Une erreur de vocabulaire. Deuxième erreur, il nous dit c'est 2,33%. Alors c'est vrai que 2,33%, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que ça fait quand même beaucoup de monde. Ça veut dire une personne sur 50 qui attrape le truc mourrait. C'est manifestement pas le cas. Alors c'est vrai qu'en France, au début, les chiffres ont été très élevés, puisque vous savez très bien qu'on ne dépistait pas dans la première vague, et donc le taux de mort par rapport aux gens recensés comme ayant eu la maladie paraissait élevé, puisque beaucoup de gens qui avaient eu la maladie n'étaient pas recensés. Il y a eu des études internationales qui ont essayé d'évaluer cette létalité, c'est-à-dire quel est le pourcentage de personnes qui meurent par rapport aux personnes contaminées, infectées, asymptomatiques ou pas. Et là, on est arrivé à un chiffre, c'est une étude assez ancienne, donc les chiffres ont peut-être un peu changé depuis, probablement pour baisser, de 0,6%. C'est-à-dire, c'est pas 2,33%. C'est 5 fois moins. Voilà. Et donc, monsieur Huchon, qui prétend nous réinformer, fact-checker, eh bien, il contribue à diffuser le discours de peur générale. Ouais. Et d'ailleurs, l'AFP factuel, qui sert un petit peu de base à Thomas Huchon, ils font cette erreur-là, qui est de dire 2,33 au lieu d'employer au moins, de donner une autre estimation, qui est celle donc non pas du nombre de morts sur le nombre de cas recensés, mais du nombre de morts sur le nombre de cas totaux, asymptomatiques compris, alors que les journalistes, théoriquement, savent très bien que ces études existent, mais ils choisissent de ne pas les mettre en avant, en tout cas. C'est ce que Mme Henriot-Caude appelle la miscalculie, c'est un terme un petit peu savant, pour dire toute la désinformation qu'il y a à propos des chiffres. Il y en a un d'ailleurs qu'elle cite et que nous avons cité, à partir là d'une étude INSEE-INED, donc il n'y a pas de doute. Il y a eu 42 000 morts de plus en 2020 par rapport à une année normale, alors qu'on affiche 68 000 morts du Covid. Il y a déjà un problème de miscalculer. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a un vrai sujet. Il y a un sujet, sujet qu'on abordera avec beaucoup de précautions, puisque les censeurs veillent. Et d'ailleurs, pour conclure juste ce sujet sur Thomas Huchon, je pense qu'il avait conscience d'avoir fait pas mal d'erreurs dans cette chronique, puisque sur Twitter, il a décidé de limiter les réponses à cette chronique. Voilà. Ouais. Personne ne peut lui répondre sur Twitter comme ça, il est pour le critiquer. Voilà. C'est pratique. C'est plus sûr. Autre sujet sur le Covid-19, le rajeunissement en réanimation. Tous les médias en font un petit peu leur chou-gras, Jean-Yves. Il y a de plus en plus de jeunes en réanimation. Alors là, c'est pareil, ça se fait par des reportages où on voit quelqu'un de jeune. Ouais. Il y en a. Alors, quand on regarde les statistiques, c'est extrêmement faible. Le pourcentage d'augmentation à tous les âges inférieurs à 60 ou 70 ans est faible, il n'est pas nul, il est faible, il s'explique d'ailleurs. Faible environ 2 à 3... 2 à 5%. Même pas 5%, ouais. 2 à 3%. Il existe, il existe, mais il est quand même assez... Oui, c'est pas un doublement. Assez faible. Ça s'explique d'ailleurs. Dans la mesure où il y a moins de personnes âgées ou très âgées, soit parce qu'elles ont déjà été atteintes par la maladie, soit parce que le vaccin amène une certaine efficacité. À partir du moment où il y en a un peu moins dans les âges les plus élevés, il y en a forcément un peu plus dans les âges les moins élevés. Ça, c'est assez simple à comprendre. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur la population française actuellement, on se rend compte que les gens sont de plus en plus... prennent de plus en plus de liberté par rapport à il y a quelques mois encore. Donc ça explique peut-être aussi cela. En tout cas, on a, pour conclure cette émission, j'arrive à notre point habituel, notre dernier point sur les prédictions de l'INSERM. On s'en souvient, il y a quelques semaines, mi-février, l'INSERM avait publié des estimations d'entrée hebdomadaire à l'hôpital pour Covid-19 si rien n'était fait. Enfin, il y avait plusieurs déclinaisons, si les mesures étaient assouplies, si les mesures étaient maintenues et si les mesures étaient renforcées, les mesures de répression sanitaire.
eh bien, c'était donc une estimation à 12 semaines, jusqu'à la semaine 12. On est aujourd'hui semaine 12, Jean-Yves. Donc, c'est l'occasion de faire un point. Il y a, sur ces 7 derniers jours, 11 950 admissions par semaine à l'hôpital, selon Santé publique France et Covid Tracker, donc 12 000, un peu moins de 12 000. Les prévisions de l'INSERM, si les mesures étaient relâchées, étaient diminuées, on allait vers 40 000 admissions hebdomadaires pour Covid-19. Si les mesures étaient renforcées, 15 000 admissions hebdomadaires. Et si les mesures étaient maintenues, ce qui est censé être le cas aujourd'hui, on arrivait à 27 000 admissions hebdomadaires pour Covid. Voilà, alors 2 choses à observer. D'abord, il y a une augmentation, puisqu'on est passé en gros d'un peu moins de 10 000 à un peu moins de 10 000 à un peu plus de 12 000 en moyenne glissante hebdomadaire. Donc il y a une augmentation, c'est vrai. Sauf qu'elle n'a pas du tout l'ampleur qui était annoncée et qui avait été annoncée de manière tout à fait officielle, puisque M. Véran avait organisé une conférence de presse avec la chercheuse de l'INSERM qui avait publié ces chiffres qui devraient nous donner entre 17 000 et 40 000, et 40 000 hospitalisations précisément cette semaine-là. Ouais. C'est intéressant à analyser. Et pour conclure sur le sujet du Covid-19, Jean-Yves, on va parler des élections. L'avis du Conseil scientifique est attendu ce dimanche pour la tenue ou non des élections régionales, avec la parole à Jean Castex qui déclare « Pas de calcul politique, la santé d'abord ». Parfaitement, une phrase parfaitement orwellienne, bien sûr. La politique d'abord, mais la santé va bien nous servir. Je pense que quand on connaît le tropisme catastrophiste du Conseil scientifique, il va plutôt recommander de ne pas tenir les élections. Ça tombe plutôt bien parce que les élections régionales et départementales se présentent mal pour La République En Marche. Elles se présentent plutôt bien pour les Républicains, que ça pourrait remettre en selle pour l'élection présidentielle. Si les scientifiques disent qu'il faut les reporter, voilà. Oui. En attendant la prochaine recommandation du Conseil scientifique, avec beaucoup de guillemets, un Conseil scientifique recommandant le vote par correspondance ou le vote par anticipation, comme aux États-Unis, qui a permis l'élection de cet excellent Biden. On verra, on suivra ça évidemment dans Immédiat. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, diffusez-la au maximum autour de vous. C'est très important. Commentez, likez et diffusez. Ce sont les mots à retenir pour cette fin d'émission. Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.